Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Dans cet épisode, j'accueille Alexandre Dana qui est le fondateur de Live Mentor. Live Mentor, c'est une entreprise qui fait de la formation en ligne avec un modèle unique qui est basé sur des formations en direct et un gros aspect communautaire. Ce que je voulais voir avec Alexandre, c'était comment est-ce qu'une idée de business originale peut naître d'un endroit inattendu. En l'occurrence, comment est-ce que cette idée de faire de la formation en ligne en direct, ce qui est à l'opposé de ce qu'on nous dit de faire, puisqu'on nous dit de faire du passif, on nous dit de faire de l'automatique, lui il fait entièrement des formations en direct avec ce que ça implique en termes de temps, en termes de coûts, en termes de structure. Et je voulais savoir d'où venait cette idée, cet insight, cette intuition qui était qu'il y avait peut-être une opportunité de le faire de cette manière-là. On va aussi répondre à la question de est-ce qu'il faut s'associer pour lancer un business ? Et Alexandre va partager avec nous une histoire désastreuse d'un business qui a échoué avec un partenariat qui ne fonctionnait pas et une histoire à succès avec l'exemple actuel de Live Mentor. Il nous expliquera la différence entre les deux, la différence entre une association qui fonctionne et une association qui va faire couler votre projet. On parlera de pourquoi est-ce qui vous a amené de 0 à 1. Vous n'amenerez pas forcément de 1 à 10. C'est-à-dire pourquoi est-ce que ce que vous avez fait au départ et qui a fonctionné pour vous, c'est pas forcément ça qui va vous amener au niveau suivant. Et la conclusion de ça, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir faire évoluer votre stratégie et votre mentalité au fil du temps. Et Alexandre va nous donner des exemples de comment est-ce que sa stratégie a dû évoluer, comment est-ce que sa mentalité a dû évoluer, comment est-ce que l'entreprise, l'organisation qu'il est en train de construire est en train de se transformer pour accomplir cette étape supérieure du développement du business. Et finalement, on parlera de comment utiliser le marketing par les valeurs, c'est-à-dire construire une communauté soudée autour de votre idée en définissant certaines valeurs que vous allez embrasser et d'autres valeurs que vous allez rejeter. Et là-dessus, l'exemple de Live Mentor est intéressant parce que leur business tourne autour de cette idée de communauté et dès le départ, il nous expliquera comment est-ce que ce concept de valeur, et lui, il explique ça en matière de ligne éditoriale, a permis de construire cette communauté et cette différenciation. Sans plus de transition, je vous propose d'écouter ma conversation avec Alexandre Dana. Salut Alexandre et bienvenue sur le podcast. Merci pour l'accueil, ça fait super plaisir. C'est marrant parce que tu as commencé dans les formations en ligne. Avant en fait de faire des formations en ligne, tu peux nous parler un peu de la première fois que tu as commencé à donner des cours ? Oui, ça fait très longtemps, ça fait maintenant un peu plus de 10 ans. J'ai commencé à donner des cours dès que j'ai eu mon bac. J'ai eu mon baccalauréat et ensuite j'ai dû me creuser la tête pour avoir un peu d'argent de poche. J'ai regardé les différentes options qui s'offraient devant moi. Je pouvais bosser dans un café, je pouvais aller bosser comme assistant dans des bureaux à faire des photocopies. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de collégiens et de lycéens qui étaient partants pour avoir de l'aide en soutien scolaire. Et je suis allé donner un premier cours. Et je m'en souviens, c'était à côté de Vincennes, à Paris. J'avais pris un métro qui était la ligne 1. Ça me revient, tu vois, au fur et à mesure que je parle. Un dimanche matin à 9h, je prends la ligne 1, je vais jusqu'au terminal de la ligne 1, ce que j'avais jamais fait dans ma vie. Et donc, je vais un peu plus loin que Vincennes, j'ai oublié le nom exact, mais c'est la ville, enfin, le quartier là, derrière Vincennes, pour donner un cours de maths de 2 heures, de 9h à 11h, un dimanche matin. Voilà, ça c'était mon premier cours. Et j'ai adoré, j'ai vraiment aimé. Je me souviens que c'est un des premiers moments dans ma vie où je suis sorti en me disant t'as vraiment passé un bon moment, c'est chouette, c'est cool. Pendant que tous mes potes étaient en train de dormir le dimanche matin, moi j'étais à Vincennes et je m'étais vraiment éclaté. Qu'est-ce qui a fait que ce cours de maths, il était aussi cool ? En fait, c'était un sentiment nouveau. C'était la première fois que j'expliquais quelque chose à quelqu'un. C'était aussi la première fois que j'étais dans cette situation où, au début, en tant que prof, tu galères. Je me rappelle, elle me montre des exercices et puis je les connais pas forcément tous par cœur. Mais donc, tu cherches avec l'autre. C'est ça que j'ai découvert durant ce premier cours, le fait de chercher la réponse ensemble, une sorte de quête, une aventure collective. Et ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Et c'est là que tout a commencé. Et après ça, tu as continué à avoir de plus en plus d'élèves. À quel moment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à la partie web de l'enseignement ?
Assez tard. Moi, je suis quelqu'un qui fait les choses très lentement. Je suis pas du tout dans la mouvance de l'entrepreneuriat rapide. Moi, Ouais. je suis un papy, quoi. Tu vois, j'ai 30 ans, ça fait 10 ans que je donne des cours. Je pense que je vais encore le faire pendant 40 ans. Donc, je mets beaucoup de temps à faire chaque étape. Pendant 2 ans, j'ai donné des cours un peu partout sur Paris et en proche banlieue. Je faisais ça avec beaucoup de passion, notamment parce que j'étais en école de commerce et ça me plaisait pas du tout. Donc, je passais très peu de temps dans mon école. Je passais beaucoup de temps à aller donner des cours un peu partout. Et puis, il fallait aussi que je paye une partie de mes frais de scolarité. Donc, j'avais cette obligation-là. Je suis monté à 35 heures par semaine de cours. Ok. Alors, je faisais 10 heures le dimanche, 10 heures le samedi, ça faisait déjà 20 heures. Et ensuite, j'avais 15 heures que je répartissais dans la semaine. Comment est-ce que tu faisais les 10 heures de cours? Tu avais un local et les gens venaient chez toi ou Ah non, non, comment tu non, t'organisais? ah non, non, parce que j'avais pas de local, j'habitais chez ma mère et il fallait surtout que personne ne vienne chez ma mère. C'est trop dangereux. C'est Donc, trop dangereux? ouais, C'est ta mère qui est ma mère, dangereuse ou c'est l'inverse? non, mais c'est que ma mère, tu peux pas donner un cours dans le même appartement qu'elle. Elle va rien respecter. Elle va venir te déranger. Elle va Mmh. proposer un café. Elle va, elle, elle va donner son avis sur le sujet. Enfin, tu vois, c'est pas Ouais. possible. Donc, non, je me déplaçais. Je prenais énormément le métro. Après, j'avais un vélo et ouais, je passais. Je me, Mon week-end classique, c'était vraiment, je me levais le samedi à 7h30. Je prenais mon vélo. Je montais dans le nord de Paris. Je faisais 2 heures. Je reprenais le vélo. J'allais dans l'est. Je faisais 3 heures. Je Mmh. reprenais le vélo. Et tu vois, des fois, je faisais Ouais. vraiment le cercle, quoi. Et tu te sentais comment après une journée comme ça? Euh, je me sentais, je me sentais vraiment KO. Je me sentais fatigué. Mais je m'éclatais. Je m'éclatais parce que inconsciemment, à l'époque, je parlais pas d'entrepreneuriat, je savais même pas ce que c'était. Moi, la création d'entreprise, c'est un truc qui est pas du tout familial. Ma mère était trapéziste dans des cirques. Mon père est psychiatre et psychanalyste. Euh, donc, je savais même pas ce que c'était une entreprise. Par contre, inconsciemment, je commençais à développer des réflexes d'entrepreneur. Par exemple, puisque je me rendais compte que je donnais souvent le même cours, j'ai commencé à créer du contenu, créer des fiches de cours, créer des ressources que je pouvais partager entre les élèves. Je me suis aussi rendu compte, même si ça m'a pris beaucoup trop de temps, que j'envoyais souvent par mail exactement le même mail ou souvent les mêmes templates. Donc, au bout d'un moment, j'ai commencé à organiser tout ça dans des dossiers Google Drive, des fichiers partagés. J'ai commencé à avoir un dossier par élève. Dès que je prenais un nouvel élève, il avait son dossier, je lui mettais des documents, je lui donnais des feuilles d'exercice à remplir. J'ai commencé à créer des systèmes pour mieux gérer euh, mon groupe d'élèves et capitaliser sur ce qu'on faisait les uns avec les autres. Donc, du coup, tu as commencé à réfléchir à cette idée de créer des systèmes et c'était intuitif. T'avais pas lu E-Myth ou des trucs comme ça. C'était purement l'instinct du Non, truc que ce que je suis en train de faire, c'est débile. Parce que je le fais 4 fois et je devrais pas avoir besoin de le c'est refaire. c'est exactement ça. Et ça, moi, je sais que toi, la productivité, c'est un thème qui t'intéresse beaucoup aussi. Moi, à l'époque, je lisais aucun livre sur le sujet. Ouais. Ça a beaucoup changé depuis. Mais le principe qui reste le plus important pour moi, c'est de se mettre dans une situation où tu fais ce que t'aimes et tu te rends compte que la manière dont tu le fais est stupide. Mm. Et donc là, tu es forcé de changer tes méthodes. Moi, c'est c'est toujours les moments où j'ai le plus augmenté ma productivité. Je suis en train de faire ce que j'aime, mais j'ai une telle charge de travail. Si je continue comme ça, je vais vraiment faire 16 heures par jour. Il faut que je mette en place des systèmes pour continuer à faire ce que j'aime. Ça a toujours été mon premier moteur. Et le problème, du coup, de faire ces cours-là, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, ben, il y a un plafond au nombre d'élèves que je peux prendre. Est-ce que à cette époque-là, ça te trottait dans la tête l'idée de faire, je sais pas, des cours groupés, de trouver un effet de levier là-dessus? Ou est-ce que le cours individuel, ça restait le modèle indétrônable? Non, ça me trottait pas du tout dans la tête. Et, et de manière générale, moi, j'adore le coaching. C'est encore ce que je fais aujourd'hui. Live Mentor fait beaucoup de choses, mais notamment
Moi, j'ai lancé un programme de coaching intensif en one-to-one qui me ramène à ce que je faisais il y a 10 ans avec les cours particuliers, sauf que le type d'élève, le type de problématique a rien à voir. Donc non, moi, j'avais pas cette idée-là en tête. J'ai commencé premièrement par passer mes cours sur Skype suite à l'appel d'une maman qui habitait près de la Suisse et qui m'a contacté en me disant il faut absolument que tu aides mon fils, il est il est nul en économie, mais je suis sûr qu'il peut faire des grandes choses. Je te paye le billet de train tous les week-ends pour que tu viennes. On a entendu parler de toi. Et il paraît que tu aides beaucoup d'élèves sur Paris. Je lui ai dit, écoute, le train tous les week-ends, déjà que ma copine, elle m'aime pas beaucoup parce que je passe mes week-ends à aller donner des cours. Si en plus, le soir, je suis pas avec elle, là, c'est vraiment le risque de rupture. Donc, essayons sur Skype. Et j'ai donné mon premier cours sur Skype il y a exactement 6 ans et demi. Et ça faisait donc 3 ans et demi que tu avais déjà commencé à donner des cours. C'est ça, si je calcule à peu près 10 ans, ouais. Et est-ce que quand tu es passé sur Skype, tu as eu la sensation de perdre quelque chose? Non, rien du tout. Absolument pas. Et de la même manière, je me souviens extrêmement bien de mon premier cours sur Skype. Je me souviens extrêmement bien de mon premier cours en présentiel que je t'ai raconté tout à l'heure. Je me souviens extrêmement bien de ma première masterclass en ligne. Et je me souviens aussi très bien de mon premier coaching intensif. C'est marrant, je les réalise en le racontant là. Je me souviens pas des autres, enfin, pas de tous. Mais mon premier cours sur Skype, on est au mois de décembre, il pleut, je suis dans la chambre chez ma mère, encore une fois. Qui te propose un café. Comment ? Qui te propose un café. Elle propose pas de café parce que je suis seul du coup. Elle propose qu'aux invités. Non, et puis surtout, c'est une période un peu particulière puisque je viens de déposer le bilan de ma première boîte. Parle-moi de ta première boîte rapidement pour poser le contexte. Très rapidement, je suis en école de commerce. On me dit que pour valider mon année, il faut que je fasse un stage. Ça me terrifie de faire un stage dans un grand groupe. Je vais voir la responsable des études. Je lui dis qu'est-ce que je peux faire pour valider l'année sans faire un stage dans un grand groupe. Elle me dit je sais pas trop. Regardons le fascicule ensemble. On regarde le fascicule et on voit marqué création d'entreprise, compte pour un stage. Je fais c'est quoi ce truc? Elle fait je pense que ça veut dire que si vous créez votre entreprise, ça marche aussi. Je fais ok, il faut que je crée une entreprise. Alors, la pire motivation au monde, créer une entreprise pour valider son année d'études. Donc je me dis il faut que je crée une entreprise. J'ai 10 jours avant de devoir donner le dossier. Et j'ai cette idée de créer un site sur lequel je vais mettre toutes les fiches que j'ai créées pour mes élèves. Des PDF, des Google Docs, etc. Je m'associe n'importe comment avec 2 personnes. Ça a été une catastrophe. D'ailleurs, un des associés a quitté l'entreprise 2 semaines après sa constitution. C'est, je pense, un record de rapidité. Donc là, vous êtes associé, tu veux dire, tu as déjà signé les papiers, tout est cadré, quoi. C'est pas, on n'est pas en mode lean startup, on va monter un petit site et si ça marche, on fera un truc. Ah non, mais j'ai parce que tu fallait valider les stages. J'imagine que lean startup, on signera les papiers quand ça aura décollé, ça valide pas un stage. Exactement. Donc là, donc on a vraiment tout mal fait. On a signé les papiers beaucoup trop vite avec ce premier associé qui était étudiant dans la même école que moi et avec l'ancienne directrice d'un établissement dans lequel j'avais étudié. Et ça s'est très mal passé. Je pense qu'on était tous les 3 nuls, moi le premier. Et puis c'est pas grave d'être nul, faut juste le savoir et se faire aider et se faire challenger sa stratégie, ce que nous on n'a pas fait. Donc on n'était pas très bons et on a fait beaucoup de conneries. On a dépensé énormément d'argent dans un site internet. On ne savait pas comment se parler, on ne savait pas comment bosser ensemble. Bon, de toute façon, il y en a un qui est parti au bout de 2 semaines. Avec l'autre associé, on a continué à travailler pendant 6 à 8 mois et au total, il y a eu 3 personnes qui ont commandé sur le site. Et c'est une aventure, mais quand j'y repense, qui est comique, qui est complètement comique. C'est-à-dire que la chose que je faisais le plus dans cette boîte, c'était de prendre donc des copies, des copies doubles, mes anciennes copies doubles, des copies doubles que j'avais récupérées à d'autres personnes, et je les numérisais. Donc je les retapais sur Google Docs.
Donc, c'est pour ça que maintenant, je tape très vite sur un ordinateur parce que j'ai passé mes journées à prendre des feuilles et à taper le plus vite possible sur le Google Doc pour ensuite le rentrer dans le back-office du site. C'était pas très efficace. C'est-à-dire que tu ignorais complètement la partie marketing, la partie la plus difficile, c'est-à-dire comment tu vas avoir un client pour ce produit-là. Bah, j'ignorais pas mal de parties. Hein. J'ignorais est-ce que ce que je fais a un sens. J'ignorais est-ce que je peux créer une communauté autour de cette activité. J'ignorais quels sont les sujets qui comptent vraiment. Ouais, j'ignorais beaucoup de choses. Donc finalement, j'ai clôturé cette activité. C'était pas un moment très joyeux. Et ce qui m'a permis de remonter la pente, c'est effectivement de découvrir l'enseignement en ligne, de découvrir la formation en ligne. Une semaine ou 2 semaines, je même plus, je sais plus exactement, après le dépôt de bilan. Et là, je me suis rendu compte que c'était génial, ça marchait super bien ce truc. On pouvait se parler, on n'avait plus à perdre le temps du métro, le temps de transport. On pouvait s'envoyer des ressources à distance. Et mon premier élève qui s'appelle Sébastien, je l'ai recroisé il y a quelques mois et maintenant il crée une start-up qui marche très bien. Et voilà, je suis très content de l'avoir revu. Donc, il a appris l'économie grâce à toi. Comment? Ouais, Donc, il a bien appris l'économie. Ouais. Il a bien appris l'économie. Ouais. Donc, comment est-ce que tu fais la connexion entre la boîte qui vient de fermer, tout d'un coup, tu as découvert que la formation par Skype, ça peut être intéressante. Qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est quoi les connexions qui se font dans ton cerveau pour te dire la prochaine étape, c'est? Les connexions qui se font, elles reposent autour de 2 axes. 1, en ligne, ça fonctionne. Et 2, la clé, c'est l'accompagnement personnalisé. Et tout ça a amené à la version actuelle de Live Mentor, à savoir de l'accompagnement personnalisé pour des porteurs de projets ou des entrepreneurs. Et dans tout ce qu'on fait, on essaye de mettre le maximum d'interaction, de surtout pas avoir des formations passives où tu es face à une série de vidéos et tu sais pas comment les aborder. On essaye d'avoir une équipe qui est la plus présente possible et qui est incarnée. On donne les coordonnées d'un grand nombre de personnes de l'équipe. On présente les différents membres de l'équipe à toute notre communauté d'entrepreneurs. On organise des événements aussi pour créer des rencontres physiques et faire du lien. Voilà, ces 2 axes-là, ils sont apparus il y a plusieurs années. J'ai l'impression que c'était il y a très longtemps maintenant, mais ils sont restés cœur dans le projet et j'espère qu'ils vont rester cœur pendant le plus longtemps possible. Comment est-ce que tu es arrivé à cette idée que tu vas accompagner des porteurs de projets, comme tu le dis, puisqu'au départ, tu faisais des formations pour les étudiants, des maths, de l'économie. À quel moment est-ce que cette bascule-là, elle s'est faite? J'y suis arrivé à cette bascule-là parce que ce qui m'avait le plus porté en fait durant ces premières années, c'était le fait de développer moi-même mon activité, de rencontrer plein de difficultés et de pas savoir comment m'y prendre. J'avais également constitué tout un réseau autour de moi de gens qui avaient envie de transmettre, qui étaient coach, formateurs, profs particuliers indépendants. Et j'avais développé quelques méthodes, quelques astuces pour les aider à se structurer, pour les aider à se faire connaître, pour les aider à créer des communautés autour d'eux. Et en regardant un peu plus loin, j'ai réalisé que si je pouvais aider ces personnes aux problématiques très précises, mais je pouvais peut-être aussi faire quelque chose pour les gens qui lancent un site e-commerce. Je pouvais peut-être faire quelque chose pour le commerce local, le fleuriste qui veut développer sa notoriété. Je pouvais peut-être faire quelque chose pour toutes les personnes qui se lancent en freelance. Parce qu'au fond, il y a une thématique commune entre tous les profils que je viens de mentionner. C'est l'envie d'entreprendre, l'envie de réaliser des choses, la peur de ne pas y arriver, la peur de se lancer. Et ça crée un fil conducteur qui, aujourd'hui, je le vois dans ce qu'on a, est super important. Les élèves adorent rencontrer des personnes qui font un projet complètement différent, mais qui pourtant ont un état d'esprit similaire.
ils apprennent les uns des autres et j'en suis super heureux. La question de l'état d'esprit, c'est aussi une question un peu de communauté. C'est l'idée que un certain groupe de personnes va se retrouver autour d'une idée. À quel point est-ce que ça peut continuer à scaler, et à quel point est-ce que l'ambition de toujours toucher plus de monde risque de diluer ce fait que les gens ont l'impression d'avoir trouvé leur tribu? Yes, c'est la question existentielle Ouais. de la création et du développement de communautés. Bah, écoute, il y a pas le choix, hein. De toute façon, la réponse, elle est très simple et quasiment impossible à mettre en place. Une communauté ne peut grandir que si elle abrite des micro-communautés en son sein. L'enjeu pour Live Mentor sur l'année qui vient et les 5 prochaines années est de créer un maximum de micro-communautés en ligne et en présentiel. Concrètement, j'ai pour projet de créer un réseau d'événements locaux sur un format meet-up dans une quarantaine de villes en France, avec un référent Live Mentor dans chaque ville, qui aura pour responsabilité de créer ces événements, de les animer, de les faire connaître et de les organiser avec une méthodologie qui est propre à Live Mentor. Mm. Nous, on fait pas d'apéro entrepreneur. C'est sympa, hein, je suis allé souvent. C'est surtout pas une attaque envers l'institution apéro entrepreneur. Les bières, sont très bonnes. Simplement, moi, j'essaie de créer quelque chose de différent. Donc, je fais des ateliers de co-développement. Je fais des ateliers de feedback bienveillant. Je fais des ateliers de préparation au pitch, d'entraînement à la prise de parole. Et tous ces ateliers, on est en train de créer de la pédagogie dédiée et ce qu'on va essayer de mettre en place, mais ça va être un énorme challenge, c'est justement ce réseau qui, de manière autonome, avec un certain degré de liberté, peut prendre cette méthodologie, se l'approprier et la diffuser dans des événements locaux, parce que si je suis en formation sur Live Mentor, si je suis en train de suivre un coaching, si je suis dans cette communauté, je dois avoir la possibilité de rencontrer des entrepreneurs ou des porteurs de projets autour de moi pour créer du lien, pour se motiver, pour faire des belles rencontres, parce que ça va faire partie du processus de transformation. Ça, c'est pour la partie offline, en présentiel. Pour la partie en ligne, il y a de la technologie à créer. Aujourd'hui, un groupe Facebook, ça suffit plus. Ça suffit plus. C'est sympa, c'est rapide à mettre en place, ça permet de créer du lien, d'avoir plein de conversations. Il y a plein de fonctionnalités qui sont géniales, hein. Franchement, ils travaillent bien, hein, chez les ingénieurs des groupes Facebook, mais ça suffit pas. Ça suffit pas, et donc on va lancer cette année un annuaire avec tous nos porteurs de projets, nos entrepreneurs, un annuaire intelligent, un annuaire où tu peux mettre un mot-clé et avoir automatiquement tous les profils des membres de la communauté qui ont le même secteur d'activité que toi. Tu pourras mettre ta ville et avoir automatiquement le groupe de ta ville. Voilà, pas mal de fonctionnalités qui permettent de renforcer l'expérience en ligne. Et pour avoir accès à cette communauté, que ce soit en ligne ou offline, c'est tous les gens qui ont acheté une formation? Oui, alors nous, on a plusieurs formats d'apprentissage. On a des formations longues avec du coaching. On a maintenant, comme je disais tout à l'heure, ce programme de coaching intensif qui mélange le développement pro et le développement perso. On a aussi des formats de contenu avec des exercices interactifs et des travaux en groupe avec d'autres membres de la communauté qui sont en train de se mettre en place. On va lancer un premier livre en 2019. On va lancer des carnets de productivité en 2019. Dans l'idée, cet accès à la communauté, on va essayer de le rendre le plus accessible possible à toutes les personnes qui ont suivi une formation, un coaching, quel que soit le niveau, ou qui ont participé à un atelier. Voilà. Je pense que
si on fait bien les choses et si on est cohérent avec notre vision, on doit sortir un maximum de personnes de la solitude. Et Ok. un format, si je prends un contre-exemple, un format comme le mastermind, un format où tu as que 20 personnes et ça coûte extrêmement cher, n'est pas du tout adapté pour répondre à cette vision. Le challenge du coup qui est introduit là-dessus, au-delà du fait que la communauté se dilue avec la taille, c'est comment est-ce que tu fais pour accompagner toutes ces personnes et comment est-ce que tu fais pour mettre cette infrastructure humaine qui est derrière, qui fait que tu vas pouvoir encadrer et garder et pouvoir continuer à guider les gens. Disons qu'une communauté qui est laissée à elle-même va partir dans une direction, mais qui n'est pas forcément celle que tu avais voulu. Qu'est-ce que tu as en matière d'équipe aujourd'hui sur la communauté et comment est-ce que ça va changer à mesure que tu développes les événements? J'imagine qu'il y a quand même un aspect logistique significatif à mettre en place là-dessus. C'est clair, tu as tout à fait raison. Il y a deux réponses complémentaires. Il y en a une qui est humaine, il faut recruter du monde. Donc moi, cette année, je recrute 5 personnes uniquement sur la partie communauté. Vous êtes à combien aujourd'hui sur l'équipe? On est 25. D'accord. Et si tu devais expliquer les grands pôles aujourd'hui, quel pourcentage des gens sont sur tel aspect? Tu as la moitié de l'équipe qui est académique, les coachs. Ouais. Tu as ensuite 3 équipes. Une équipe produit, donc les développeurs, les designers. Une équipe communication et une équipe admin avec les finances, la RH, la comptabilité, voilà, toutes les fonctions support qui permettent au reste des équipes de bien tourner. Et puis, à part, dans un coin, il y a moi qui gère la communauté avec une personne uniquement pour le moment. Et là, on recrute du monde. Donc, mais pour te répondre, donc, il y a une première solution qui est humaine, rajouter plus de bras pour gérer tout ça. Et il y a une deuxième solution qui est techno. Ça, on n'en parle pas trop pour le moment, mais on va en parler beaucoup plus dans quelques mois quand ce sera bien rodé. On est en train de créer des technologies propriétaires pour personnaliser la formation et garantir un très haut niveau de suivi et d'engagement. Par exemple, un élève qui rejoint une formation chez nous à présent doit remplir un questionnaire. Ce questionnaire va le challenger sur plein de sujets. Quel est ton secteur d'activité? Est-ce que tu as déjà des clients ou pas? Pourquoi tu fais ce projet? Quelle est ta passion? On pose aussi dans ce questionnaire des questions perso. C'est une sorte de test de personnalité version Live Mentor. Ce qui nous permet, nous, de définir de ces réponses un parcours et certaines problématiques spécifiques. Si tu lances un site e-commerce et que tu me dis que sur ton site, le prix moyen des produits est de 1 000 €, moi, je vais être capable d'aller regarder dans tout mon historique d'élèves, et ça ne va pas dépendre du cerveau d'un humain, parce que dans mon cerveau, il n'y a pas tous les cas de tous les élèves Live Mentor, c'est impossible. Ça va dépendre de la technologie. Je vais aller regarder dans tous les élèves que j'ai formés, quels sont ceux qui ont eu des problématiques similaires. Je vais pouvoir te mettre en relation automatiquement avec ces personnes-là. Je vais pouvoir te donner des cas pratiques qui ont été créés avec ces personnes au moment où on les a formés. Je vais pouvoir extraire de cette communauté des infos qui rendent ton apprentissage plus efficace. Et ça, c'est clé parce que c'est ce qui permet de faire en sorte que Live Mentor, avec 25 000 membres dans sa communauté, a encore plus de valeur, de sens pour chaque membre individuel que Live Mentor avec uniquement 5 000 personnes. Donc tu veux enclencher un effet de réseau. Tu dirais que cette techno, c'est quoi? C'est du machine learning? C'est pas encore du machine learning, c'est plus une première brique qui est vraiment une brique de consolidation de la donnée, consolidation de la data. Ensuite, il y aura une couche d'intelligence artificielle et ensuite on pourra parler de machine learning, mais il n'y a pas besoin d'aller aussi loin pour faire une première version qui est très efficace.
D'accord. Et au niveau des équipes techniques, tu as besoin de combien de personnes pour développer un truc comme ça? Là, on est 4. Je pense qu'on va devoir être 10. Ok. Et à toi, comment est-ce que tu t'es familiarisé avec ces aspects techniques? Parce que c'est devenu de plus en plus courant, notamment dans tout ce qui est Silicon Valley, d'avoir l'idée que pour être fondateur d'une boîte qui est une boîte technique, il faut soi-même être un cofondateur technique, ou il faut avoir quelqu'un qui peut vraiment comprendre ça, et que c'est compliqué de gérer des développeurs quand tu n'es pas toi-même développeur. Comment est-ce que toi, tu t'es familiarisé avec ces enjeux, et comment est-ce que tu arrives à gérer ces projets techniques? Et bah, moi, j'ai appris à coder. J'ai appris à coder À quel moment? dès le début. Dès le début, parce que j'étais traumatisé par ma première création d'entreprise, qui avait été un énorme échec sur cette partie. Donc, j'ai appris à coder et oui, j'ai fait moi-même la première version du site Live Mentor avec de l'HTML, du CSS, Hmm. du JavaScript, ce qui était complètement une erreur quand j'y repense. J'aurais dû prendre WordPress et faire un truc avec WordPress dès le début, mais c'est pas grave, on apprend de cette manière, on apprend en faisant. Voilà, donc je m'y suis mis, j'ai suivi des tutos en ligne, j'ai pris des sessions de coaching, j'ai suivi des formations, voilà, tout, classique, quoi. Et donc, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer la théorie de tout à l'heure? Est-ce que tu penses que sans cette expérience-là de savoir coder, est-ce que tu penses que tu serais à même de gérer les aspects techniques de ce business? Alors, je regrette pas d'avoir appris à coder, mais si c'était à refaire, j'apprendrais d'une autre manière. J'apprendrais en partant d'un outil comme WordPress et en essayant de le comprendre au maximum. Et tu as besoin, si tu vas au bout de WordPress, de savoir également coder. Tu as besoin de comprendre comment fonctionne une machine. C'est juste que donc je critique pas l'idée. Je pense que c'était la bonne chose à faire. La mise en place et l'exécution, j'ai pas été bon. Un sujet sur lequel je voulais revenir par rapport à cette première idée d'entreprise, c'est un truc qui me trotte dans la tête, notamment parce que je suis aussi passé par les écoles de commerce, et c'est un syndrome que j'ai beaucoup vu. C'est le syndrome de je sais pas trop ce que je fais, donc je vais m'associer avec quelqu'un d'autre qui sait pas non Mmh. plus ce qu'il fait, et comme ça dilue un peu la responsabilité de devoir monter la boîte. Il y a un peu à côté où si t'es tout seul, tu dois vraiment te confronter au fait qu'il y a énormément de choses à apprendre, que tu connais pas, tu dois tout prendre sur tes épaules. Quand t'es plusieurs, tu peux te faire une réunion, discuter, faire un PowerPoint, et t'as la sensation d'avoir avancé. Est-ce que ça te parle, cette idée-là? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois aussi peut-être chez certains élèves? Oui, ça me parle pas mal. En fait, le problème de fond, c'est que quand on est jeune, ou parfois même moins jeune, on sous-estime la diversité des relations humaines. Il y a plein de manières de bosser avec quelqu'un, mais plein, 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 plein. L'association, on a tous les deux des parts dans le projet, on est à temps plein, on a le même niveau d'engagement, on est à fond. Le recrutement, je recrute quelqu'un, il est dans l'équipe, on est ensemble, lui est rémunéré, moi je le suis pas forcément au début du projet. Ça fonctionne aussi très bien. Bosser avec un freelance, c'est une autre manière d'avancer. Et on peut tout à fait imaginer que la personne qui commence en tant que freelance pendant 3 mois, pendant 6 mois, si le projet décolle, on peut tout à fait envisager une association et on aura appris à bosser ensemble, ça aura été moins stressant, on aura fait les choses en prenant le temps. Il y a également la relation d'advisor. J'ai quelqu'un dans mon entourage ou quelqu'un qui m'inspire, je vais aller le voir et je vais lui donner quelques pourcentages du capital, quasiment rien, c'est plus symbolique qu'autre chose, mais je le fais parce que cette personne, je sais qu'avec ses conseils, son angle stratégique, heu, son support, je vais me sentir mieux et je vais avancer beaucoup plus rapidement. Et j'affirme une dernière option qui est de se faire coacher, qui est le coach. Pour moi, le rôle du coach est aussi de permettre à un entrepreneur, à un porteur de projet, de pas se sentir seul, d'être accompagné et du coup de se poser différemment la question: «Est-ce que je dois m'associer avec quelqu'un ou non?» Si j'ai un coach qui m'aide, alors durant une période de temps qui est limitée, qui est le cycle de coaching, heu,
Mais toi, on voit bien qu'il y a une diversité des relations humaines qui sont possibles pour un entrepreneur. Il y a peut-être aussi un enjeu de... C'est aussi une mentalité d'entrepreneuriat qui est de tester les choses avant de t'engager à fond. C'est-à-dire que tu t'engages pas pendant 3 ans sur un projet avant d'avoir testé qu'il y avait une demande. Et au niveau des associations, il y a un sens à te dire, ne t'associe pas avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais travaillé. Et peut-être que les meilleures associations dont tu entends parler, les gens qui sont cofondateurs et qui fonctionnent très bien, souvent, si tu creuses un petit peu, ils ne se sont pas rencontrés 3 jours avant voilà, dans un cours, dans un amphi d'école de commerce. En fait, souvent, ils ont travaillé ensemble, parfois pendant plusieurs années, dans une boîte. Et ils ont développé cette familiarité, ils ont développé cette idée que il y a des dynamiques de travail et que chacun apporte aussi un truc différent. Parce que tu t'associes avec quelqu'un qui est exactement pareil que toi et qui a les mêmes forces et les mêmes faiblesses, c'est un peu dommage. Absolument, on est complètement d'accord. Sur Live Mentor, aujourd'hui, comment ça fonctionne au niveau des associés, etc. Mais j'ai une associée qui est Anaïs, Ouais. et que j'adore et qui me supporte je avec beaucoup de courage. Donc je suis très content de cette Vous avez association. démarré ensemble? Non, on n'a pas démarré ensemble. Anaïs, elle a rejoint le projet il y a exactement 1 an et demi, et au bout de quelques semaines, quelques mois, enfin, c'était évident qu'on allait s'associer. Donc c'est ce qu'on appelle une, alors en anglais, on dit late co-founder, en français, on va dire un cofondateur en retard, Hmm. moi qui arrivais après. Mais c'est une relation que j'ai gérée très différemment de mes premières associations. Heu, un des premiers réflexes, a été de prendre un coach pour nous aider tous les 2 dans notre communication. On est partis 2 jours, près de Paris, on a appris à mieux se connaître. On s'est posé des questions, qu'on ne se pose pas au quotidien quand on est dans le rush du travail, dans les bureaux, et j'ai adoré cette expérience, et depuis, on essaye de se consacrer au moins 4 heures par mois, tous les 2 ensemble. C'est un moment de recul, c'est un moment pour savoir si l'autre, va bien ou pas. C'est un moment pour aussi se parler franchement, et et oui, enfin, je suis c'est un des plus gros apprentissages de mes 10 dernières années. Faut tout le temps, tout le temps, tout le temps soigner l'humain. Faut tout le temps consacrer un maximum de temps aux relations avec les gens avec qui on monte des projets, avec qui on lance des projets. Il y a rien de plus important. De très, très loin. J'imagine qu'il y a 1 an et demi, tu avais déjà une équipe qui était en place? Ouais, j'avais déjà une équipe en place. Anaïs connaissait une bonne partie de l'équipe parce que avec Anaïs, on se connaît depuis 10 ans. Ça faisait plusieurs fois que j'essayais de la faire rentrer dans le projet, et elle refusait. Donc on était très proches. Elle venait souvent aux soirées. On était la boîte dans laquelle elle était avait des bureaux juste à côté de Live Mentor. Donc l'intégration s'est fait super facilement. Et qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qu'elle t'apportait que tu n'avais pas par ailleurs? Qu'est-ce qui te manquait pour la raison pour laquelle tu as essayé de la faire rentrer dans la boîte plusieurs fois? Bah, alors, à l'époque, je savais pas. Je savais pas quels étaient les talents d'Anaïs, mais je sentais que c'était la bonne personne. C'était très intuitif. En fait, ce qu'elle m'apporte justement, c'est quelque chose de non intuitif. Moi, je sais pas planifier, je sais pas structurer, je sais Ouais. pas faire des plans. Anaïs, elle fait que ça. Anaïs, tu lui donnes n'importe quel sujet, elle fait un ordre de bataille. Elle fait des étapes à suivre les unes après les autres. Elle organise le travail, qu'il y ait 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes ou 45 personnes. Elle met en place des process, elle met en place un cadre. Là où moi, je suis dans un chaos total, constant, et qui ne s'arrête jamais. Donc, Mm. on se complète bien, je pense, de par nos différences. Moi, je peux lancer un nouveau projet en rapidement, enfin une journée ou une demi-journée. Par contre, je vais le lancer à ma manière, qui est donc déstructurée, qui est parfois assez solitaire. Je prends un sujet, je prends 2-3 personnes avec moi et je me dis: «Bon allez, vas-y, on fait ça, c'est parti». Par exemple, notre dernière conférence, tu vois, ça se fait sur un coup de tête, et je décide
de l'organiser. Et alors, ça a des côtés positifs parce que comme je fais des choses que j'aime et je connais bien ma communauté, ça fonctionne et on réunit 300 personnes. Mais par contre, sur plein d'autres sujets, c'est désastreux comme manière de faire. Donc, elle m'aide à prendre du recul, à y aller plus lentement et à structurer l'entreprise. C'est quoi le titre aujourd'hui que tu as au sein de Live Mentor? Bah, je suis directeur de l'école. Et Anaïs? Et Anaïs, elle est directrice générale et elle est associée. D'accord. C'est drôle parce que la manière dont tu le décris, ça me fait énormément penser à un framework qui est un framework de deux mecs dont j'aime beaucoup le podcast. Leur podcast s'appelle Tropical MBA, c'est des Américains. Et ils ont cette dynamique et ils expliquent que les meilleurs partenariats, ils ont constaté suivre cette dynamique. Et ils ont une métaphore agricole qui est qu'il y a une personne qui va être un planteur de graines et une personne qui va faire la récolte en fait. Et que la personne va être extrêmement créative, va avoir plein de nouvelles idées, va tester des nouvelles choses, mais pas forcément avoir la structure d'exploiter ce qu'il a créé au maximum et d'en faire le maximum. D'un autre côté, tu as quelqu'un qui est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus carré, et que les deux peuvent fonctionner en parfaite symbiose. Et c'est vrai que les ayant rencontrés et ayant vu la manière dont les mecs travaillent, c'est assez frappant et tu te dis que l'un sans l'autre n'aurait pas cette même puissance parce qu'il leur manquerait une partie essentielle du truc. Et c'est drôle parce que la manière dont tu le décris rentre parfaitement dans ce modèle-là où j'imagine que tu as senti qu'à mesure que la boîte grossissait, le fait de ne pas avoir de structure et de process, ça devient de plus en plus à la fois un truc qui peut être bloquant et à la fois un stress. Mais c'est clair. Non, mais c'est clair. Moi, si tu me laisses faire, c'est une catastrophe. Moi, les gens arrivent pour leur premier jour, ils n'ont pas de bureau, ils n'ont pas de chaise. Je lui dis, bah non, vas-y, prends ma chaise. Ils n'ont pas d'ordinateur. Je dis, ah ouais, j'ai oublié de commander l'ordinateur. Bon, tiens, prends mon ordinateur. Moi, je me retrouve sans ordinateur. Tu vois, enfin, Ouais. et ils me demandent, bon, mais qu'est-ce que je fais? Je fais, bah, c'est une bonne question, ça. Et, bon, bah attends, regardons un peu ce qu'il y a. Tu vois, je suis tout le temps comme ça, Ouais. quoi. Donc, c'est pas terrible. Et effectivement, j'aime bien ta métaphore. J'ai la chance d'avoir aussi dans l'équipe quelqu'un qui est Édouard, qui est un peu le troisième mousquetaire et qui lui aussi, encore plus qu'Anaïs, c'est un niveau vraiment astronomique, planifie tout ce qui se passe et est dans un tempo qui est vraiment lent, ce qui est très bien. Ça fait un bon équilibre. Quand tu dis un tempo qui est lent, tu veux dire qu'il a une vision à plus long terme? Il a une vision à plus long terme. Édouard, il est capable de te dire aujourd'hui exactement ce qu'il va faire dans 6 mois. Ok. Et dans 1 an. Et c'est très drôle parce qu'il le fait vraiment. C'est-à-dire que dans 6 mois, tu peux retourner le voir et qu'est-ce que tu es en train de faire, Édouard? Il dit, bah, ce que je t'ai dit il y a 6 mois. Normal. Et il bosse sur quoi comme projet, lui? Édouard, il dirige notre équipe expérience qui est composée à la fois de l'équipe académique, donc tous les coachs, Ouais. et de l'équipe produit, les développeurs, les designers. C'est Édouard qui fait évoluer le site. C'est Édouard qui va lancer toutes les fonctionnalités dont je te parlais tout à l'heure. Et qui gère du coup la partie marketing au sein de Live Mentor? C'est Anaïs qui dirige cette partie-là, sachant que moi, j'ai créé beaucoup de choses à l'époque où elle n'était pas là et dans les premières années, j'ai beaucoup porté le sujet. Et aujourd'hui, les sources, comment est-ce que les gens vous découvrent? C'est quoi les sources de trafic que vous utilisez? Bah, ça a énormément changé au fil du temps et ça, c'est un vrai apprentissage aussi, ce qui t'amène de 0 à 1, t'amène pas forcément de 1 à 2 et t'amène pas forcément de 2 à 15. Et donc, il faut toujours se réinventer et se poser les bonnes questions. Historiquement, la première chose qui a fonctionné pour Live Mentor, c'était ma newsletter. On l'a mis en place très tôt. On y a toujours passé énormément de temps. Au début, chaque épisode de la newsletter, j'y consacrais 2 jours entiers de rédaction. C'était quoi le contenu de la newsletter? C'est du contenu inspirant, c'est du contenu concret, c'est du contenu avec des anecdotes, c'est des récits d'entrepreneurs, c'est des parcours de vie
avec un respect profond du guide éditorial de Live Mentor, qui est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Qu'est-ce qui fait que tu respectes le guide éditorial? Ça prend quelle forme dans la newsletter? Alors, plusieurs choses. Tu respectes le guide éditorial, premièrement, quand tu parles des projets que nous, on a dans notre communauté, le type de projet que nous, on défend, à savoir des projets artisans. Ça va être… Par opposition à la startup qui va lever beaucoup Exactement. d'argent et d'accord, faire le prochain Facebook. Par rapport à la startup qui va gagner beaucoup d'argent ou par rapport à des motivations purement financières. D'accord. Donc, premier axe du guide éditorial, il faut raconter l'histoire de Cécile qui a monté Greenma. C'est une maman célibataire, elle est dans l'est de la France. Greenma, c'est un site de thé bio, d'infusion. C'est une boîte qui se développe bien, c'est une boîte qui, comme toutes les boîtes, rencontre des difficultés. En ce moment, Cécile est en train de se demander comment elle va faire passer sa logistique et ses expéditions à une autre échelle. Est-ce qu'elle va externaliser une partie? Tu vois, là, je te donne quelqu'un qui existe vraiment. Hein. Cécile existe vraiment, le site Greenma existe vraiment. Euh, mais c'est chouette et elle se bat et elle réussit à avoir ces thés qui sont présents dans pas mal de magasins maintenant en France et même ça commence à arriver en Angleterre. Et puis elle a son site qui marche bien. Et il y a des choses à tirer de cette histoire. Il y a la motivation d'une maman célibataire, il y a une passion profonde pour un sujet qui est le bio, le pouvoir des plantes, les effets thérapeutiques de choses que moi je connais très mal, mais que Cécile me parle pendant des heures à chaque fois, le rooibos, d'autres, d'autres, euh, d'autres plantes. Ça, c'est une histoire qui est dans notre guide éditorial. Voilà. C'est pas un, euh, on n'est pas dans je te vends du rêve, on n'est pas dans il a voulu faire un coup et devenir vite millionnaire, on n'est pas dans elle a levé 40 millions et elle se pose la question de comment structurer son équipe de 120 personnes par différents départements. Non, on est dans du très très concret, quoi. Et on est aussi dans des réflexions comme comment est-ce que Cécile, elle construit son projet de sorte à se garder du temps pour son enfant. Comment elle fait pour le samedi après-midi pouvoir l'emmener au karaté ou je sais plus s'il fait du karaté ou du kung-fu euh, au sport sans être stressé par son activité, son entreprise et tous ses projets. Donc il y a une vision particulière du business et de l'entrepreneuriat en ligne qui est en contraste au final avec ce qu'on voit dans les médias, puisque les médias sont plus intéressés en règle générale par les histoires spectaculaires, les gens qui explosent très rapidement, qui ont des gros chiffres, ou alors qui se pètent la gueule de manière tout aussi spectaculaire. Et au final, l'histoire de Cécile sur M6, ça passe pas aussi bien. Oui, c'est très malheureux. Et sur la question de la newsletter, je voulais comprendre comment est-ce que les gens découvraient la newsletter. Alors, on a eu plusieurs manières de faire connaître la newsletter. Moi, je suis passé dans pas mal de podcasts. J'étais notamment passé dans le podcast Nouvelle École de Antonin Archer. Mm-hmm. Et juste après le passage dans ce podcast, il y a quand même eu 20 000 personnes qui se sont inscrites à la newsletter. Ah ouais. Le bouche à oreille joue aussi beaucoup, 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 beaucoup. Dans la mesure où quand tu écris en prenant le temps d'écrire, en ayant un niveau d'exigence de qualité très fort, les lecteurs sont reconnaissants et en parlent autour d'eux. La newsletter, c'est quelque chose qui se partage très bien, avec simplement voilà, tu cliques sur partager dans ton Gmail et tu l'envoies à quelqu'un et tu lui dis tu devrais suivre cette newsletter, elle est vraiment de qualité. La deuxième étape, dans la communication de Live Mentor a été de beaucoup utiliser les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On a utilisé les leviers de Facebook et le levier qui nous aide le plus aujourd'hui, c'est ce qu'on fait dans le groupe Facebook. Et j'en parlais en critiquant le groupe Facebook la dernière fois, tout à l'heure. Parce qu'on a parlé de tellement de sujets différents que j'ai l'impression que ça fait plusieurs jours qu'on discute. Mais ce groupe dans lequel on discute tous les jours avec des milliers de personnes,
il est très important et il génère du bouche à oreille. C'est aussi pour ça que les gens s'inscrivent, c'est parce qu'ils ont entendu un ami qui est dans le groupe et qui leur a dit je suis content de ce qui se passe pour moi chez Live Mentor, je recommande d'y aller. Et aujourd'hui, les leviers pour passer à une échelle supplémentaire n'ont rien à voir, puisque ce sont des discussions avec des acteurs comme Pôle emploi, comme les CCI, les chambres de commerce, euh, des acteurs publics à qui on explique qu'il faut permettre à un maximum de personnes de se former, même s'ils sont entrepreneurs, qu'il faut leur donner les moyens d'accéder à des formations gratuitement ou à un prix qui est vraiment accessible. Et donc, on s'est beaucoup battu sous l'initiative d'ailleurs d'Anaïs, qui a mené le sujet euh, avec énormément de courage pour obtenir pas mal d'agréments, pour débloquer des accords. Et je suis super content de pouvoir annoncer que plusieurs centaines de personnes, depuis le mois de septembre dernier, ont pu se faire financer une formation par Pôle emploi, par des OPCA, il y a tout un système d'organismes financeurs. Et en 2019, on va encore continuer de prendre notre bâton de pèlerin pour aller expliquer un peu partout en France qu'il y a une inégalité entre ce qui est accessible en termes de formation quand tu es un employé. Si tu es employé dans une grosse boîte, tu as un budget de formation que tu peux utiliser pour suivre une formation dans le catalogue de l'entreprise. Et par contre, quand tu es indépendant, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas grand-chose. Tu n'as vraiment pas grand-chose. Et c'est dommage. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça devrait pas fonctionner de cette manière-là. Donc, on se bat pour que ça change et on va y arriver. Donc le dernier levier de croissance, c'est un levier institutionnel. Et je suis curieux aussi de parler avec toi du rôle qu'a joué ou que joue toujours la pub Facebook pour vous. Ouais, les communications Facebook. On fait des communications Facebook. On fait des communications Facebook et on essaye toujours de les faire en variant les messages. Pour moi, répéter tout le temps on est Live Mentor, on fait de la formation, ça n'a pas trop de sens. Par contre, créer beaucoup de journées découvertes. Ce qu'on appelle les journées découvertes, c'est des séries de quelques cours qui sont gratuits sur une thématique donnée. Par exemple, un cours sur les problématiques des freelances, un cours sur l'art du copywriting, un cours sur la création de sites avec WordPress. On en a une dizaine et on va essayer de continuer d'en faire le plus régulièrement possible. Ça a du sens. C'est quelque chose qui plaît aux élèves parce que on leur répète pas le même message à longueur de journée, mais au contraire, on essaye toujours d'avoir une approche qui est voilà tout ce qu'on fait, voilà l'éventail des options. S'il y en a une qui te convient, bienvenue. Et puis sinon tant pis. En parlant de ces options-là, tu avais mentionné tout à l'heure un système de coaching. Donc, j'imagine que les masterclass en direct, c'est une chose et que le système de coaching, c'est encore un truc séparé. Et toi, tu t'en occupes personnellement? Oui, 85% de ce que fait Live Mentor aujourd'hui, ce sont des formations de 3 mois sur une thématique donnée, communication sur Facebook, création de site web, productivité, création de site avec WordPress, formation composée de contenu et d'un accès à un réseau de coachs qui sont disponibles en illimité pendant 3 mois. Et c'est le cœur de ce qu'on fait, et c'est le plus important, et c'est ce qui est le plus structurant. Quand tu dis que le coach est disponible en illimité, c'est par quel moyen est-ce que je peux le contacter? Via notre site. Via notre site, tu peux le contacter soit par visioconférence, soit par email, soit en synchrone, soit en asynchrone. D'accord. Et de manière, mais c'est vraiment une expérience que je mène, c'est anecdotique dans tout ce que fait l'entreprise. Depuis septembre dernier, j'ai monté un programme qui mélange le développement personnel et le développement professionnel, puisque je suis arrivé à la conclusion que pour avoir un niveau de transformation différent, supplémentaire, complémentaire, il fallait parfois aller creuser dans des choses qui n'ont rien à voir avec
les problématiques techniques, ce qu'on appelle les hard skills. Il faut plutôt aller dans les soft skills et comprendre pourquoi quelqu'un n'a pas confiance en lui, pourquoi quelqu'un n'arrive pas à parler avec les autres. Ce programme de coaching, je le mène qu'avec un nombre de projets très restreint. J'en ai accompagné 40, enfin, en tout, j'en ai 42 depuis septembre. Certains ont fini leur cycle de coaching, d'autres viennent de le commencer, il y en a d'autres qui commenceront en avril. Et je prends des projets qui ont déjà un certain niveau de maturité et qui ont qui sont dans une phase où il y a tout qui est un peu en train d'exploser et il faut aller vite structurer pas mal de départements différents, pas mal de champs de la vie d'un entrepreneur. Voilà. À côté de ça, à côté de ce programme de coaching intensif, quelque chose qui compte vraiment beaucoup pour nous sur l'année dernière et sur l'année qui vient, c'est vraiment les événements locaux. On les fait aujourd'hui à Paris et chaque semaine, on reçoit des mails pour nous demander d'en faire dans d'autres villes. Et ça me ramène à ce que je te disais tout à l'heure, cette envie de structurer le plus vite possible des événements à Lyon, à Marseille, à Bruxelles aussi, en Suisse. Voilà. Un Donc, modèle qui est intéressant sur ce point-là, du coup, c'est le modèle des TEDx et l'idée que tu peux ouais, presque franchiser l'événement. exactement, tout à fait. C'est très inspiré du modèle TED. Au-delà de ce modèle, je me demandais s'il y avait des boîtes toi, qui t'inspiraient ou des gens que tu considérais comme étant un peu des mentors réels ou virtuels, et pas forcément des gens qui font exactement ce que tu fais dans le milieu de la formation, mais dans la mesure où tu as développé un modèle un petit peu différent de la formation en ligne, je me demande si tu as des référents ou des choses sur lesquelles tu essaies de trouver des analogies par rapport à ce que tu fais. Alors, c'est vrai que la formation en France, je la connais assez mal. Je connais pas très bien les formateurs les plus connus. Je les connais pas Ça n'a du pas tout. besoin d'être en France et ça n'a pas besoin d'être dans la formation. Tu vois, parfois, tu peux trouver Ah oui, une analogie avec un business qui est dans un domaine différent, mais tu dis, ah tiens, ouais, c'est vrai que ce que nous, on fait, c'est ça, mais pour la formation. Enfin, je pense, par ouais, exemple, à quelqu'un qui m'a dit, voilà, bah, nous, on fait le Netflix, mais pour la formation. Tu vois. Et c'est intéressant parce que ça a du coup beaucoup d'implications en matière de business model. Euh, Est-ce que toi, tu as des analogies qui te viennent en tête quand tu mais, penses à ça? mais complètement. Alors, il y en a plusieurs. Premièrement, moi, une boîte que j'adore, c'est Patagonia, qui Ouais. je pense a vraiment un sens et une éthique super ancrée dans ce qu'elle fait. Donc, c'est une boîte qui me parle beaucoup. Ça Une m'intéresserait que tu parles un petit peu de ça parce qu'il y a le livre, son nom c'est, je sais pas comment prononcer son nom, Yvonne Chouinard, je sais pas exactement comment ça se prononce. Euh, Est-ce que tu peux parler un petit peu de ce que tu vois chez eux et des éléments spécifiques qui t'inspirent? Par exemple, chez Patagonia, ce qui m'inspire, c'est on crée notre propre univers. On crée nos propres règles. On crée nos propres opérations pour animer notre communauté. On fixe les prix comme on a envie de les fixer. On explique l'histoire de chaque produit qui est mis en ligne sur le site. Ça m'inspire énormément. À une échelle plus française et plus proche de nous, une boîte comme Bonne Gueule m'inspire beaucoup. C'est un site e-commerce de mode masculine Mm. qui passe un temps absolument fou à créer ses vêtements et à raconter l'histoire de ces vêtements. Ensuite, dans mes inspirations, et c'est là où j'ai la chance de faire un métier qui est le métier de coach, il y a tous les projets que j'accompagne. Tu vois, Cécile, dont je te parlais tout à l'heure, pour moi, c'est une énorme inspiration. C'est une énorme inspiration. Je suis pas grand-chose à côté d'elle. J'ai pas d'enfant. Je sais pas comment je ferais pour entreprendre si j'avais un enfant. Je suis super impressionné par son parcours. Dans les gens que j'ai accompagnés, que j'accompagne encore, tu as aussi des artistes. Je suis extrêmement inspiré et impressionné par quelqu'un qui s'appelle Solange Te Parle. Son prénom, c'est Ina. Son nom de scène, c'est Solange Te Parle. Enfin, c'est Solange et le nom de sa chaîne YouTube, c'est Solange Te Parle, pour être complètement Mhm. exact. Ina, c'est une artiste. Elle fait des vidéos qui traitent de plein de thématiques différentes sur sa chaîne, qui s'adresse principalement aux femmes. Elle parle de sexualité, elle parle de féminisme, elle parle aussi de la vie
de tous les jours, du quotidien. Tu passes 1 heure avec elle, tu prends une claque. C'est une artiste, mais jusqu'au bout des veines. Elle a une créativité qui est hallucinante. Elle suit ses propres règles constamment. Donc, je suis ultra inspiré par ça. Et comme nous tous, elle a plein de problèmes, elle a plein de sujets qu'elle doit affronter, mais elle fait ça avec beaucoup de courage et elle m'inspire énormément. Je suis très inspiré par exemple, en fait, vraiment tous les projets que j'ai rencontrés, je trouve, sont des sources d'inspiration. Je pense à une fille qui s'appelle Hélène de Vestel, qui a monté un bootcamp Zero Waste qui s'appelle Edeni et qui te permet de comprendre vraiment comment t'alimenter, de comprendre ce qu'il y a dans les vêtements que tu achètes, de comprendre comment utiliser ton ordinateur en étant plus respectueux de l'environnement. C'est juste génial ce qu'elle fait. Voilà, je pourrais continuer longtemps, mais mon inspiration, elle vient principalement des entrepreneurs que je rencontre dans ma communauté. Est-ce que tu sens une tension entre les aspects business et les aspects artistiques / artisanaux, putain, je sais plus parler, de ton travail? Bien sûr, à chaque fois que je coach un artiste, d'ailleurs, ce sujet revient. C'est pas naturel de mettre un prix sur ce qu'on fait. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'Internet permet de créer des relations très différentes de ce qui existait autrefois. Pour un artiste, la méthode traditionnelle était de passer par un intermédiaire, de se dire, moi, je me concentre sur ma créativité, et l'intermédiaire, la maison de disques ou la boîte de production, va tout gérer pour moi, va gérer l'administratif, le financier, etc. Et aujourd'hui, les artistes se rendent compte que les intermédiaires, on n'en veut plus, qu'ils n'ont plus autant d'impact qu'avant, puisque grâce à Internet, on peut rentrer directement en relation avec l'artiste. Dans les aventures de Ina, dont je parlais à l'instant, il y a eu par exemple le lancement d'un Patreon. Elle a lancé un financement participatif. Donc Patreon, c'est une plateforme de mécénat sur laquelle tu peux demander à ta communauté de te soutenir et de s'engager à donner quelques euros ou 10 euros ou 15 euros ou le montant de leur choix chaque mois. Et aujourd'hui, elle a 650 personnes, si je dis pas de bêtises, qui chaque mois donnent en moyenne 5 euros pour soutenir son activité, sa création. Ce genre de solution fait disparaître la tension entre activité artistique et développement d'un projet, d'une entreprise. Mais c'est pas le cas, par exemple, sur Live Mentor. Et toi, est-ce que tu le ressens d'un point de vue plus personnel? Alors, sur Live Mentor, le sujet est un peu différent parce qu'effectivement, on a un modèle économique qui est très traditionnel. Il y a des formations qui durent un nombre de semaines défini dans le temps et qui coûtent un certain prix. Et après, c'est à nous d'essayer d'être intelligents pour faire en sorte que ces formations soient de qualité, mais restent accessibles, que ces formations puissent être financées par toute la machine dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'aimerais bien, par exemple, lancer un projet, je sais pas, une deuxième newsletter ou des objets, des carnets, par exemple. Enfin, j'ai pas encore trouvé le bon format, mais j'aimerais lancer quelque chose qui s'inspire du financement participatif, qui s'inspire du mécénat, où une partie de la communauté peut dire, bah voilà, je soutiens en mettant le montant que je souhaite ce projet que fait Live Mentor. Et j'ai eu parfois certains élèves qui m'ont dit, ah mais est-ce qu'on pourrait pas même transformer Live Mentor sur un modèle juridique qui est celui de Kickstarter aujourd'hui, à savoir un modèle où les membres de la communauté peuvent devenir actionnaires. C'est très compliqué à faire en France. Je me suis renseigné un petit peu. Mais c'est clair que ce sont des thématiques que moi... Mais ça serait intriguant pour toi comme idée. Ah oui, je trouve ça super excitant. C'est un truc que j'ai envie d'explorer. Une tension
que j'imagine par rapport à ça, c'est à partir du moment où tu commences à avoir une équipe, tu as des employés, c'est un autre facteur dans tes décisions. Tu ne veux pas juste faire ce que tu as envie parce que y a des gens qui se reposent un peu sur toi et parce que aussi tu as des ambitions et tu as envie de toucher plus de monde et donc du coup tu es aussi un peu guidé par cet aspect de aller là où est la demande, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est un facteur et donc du coup quand tu parles de faire du financement participatif, est-ce que c'est une manière de contrebalancer ça en ayant un deuxième aspect? Est-ce que tu vois, l'idée que tu vas continuer à développer la boîte et tu vas pouvoir toucher de plus en plus de gens, ça veut dire que tu veux pas faire ce que tu veux toi en tant qu'individu. Est-ce que ça veut dire que au final tu fais ce qui est mieux pour la boîte et pour l'équipe et pour les clients au prix de peut-être que j'avais une intuition artistique mais ça a pas de sens. Et juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, moi c'est un truc que je ressens pas mal, c'est-à-dire que on a toujours plein d'idées de trucs à faire et parfois on se dit ce truc-là il serait super cool à faire. Mais c'est une distraction, quoi. On peut pas faire un truc comme ça. On n'a pas assez de ressources pour faire 50 trucs à la fois. Donc, on va sélectionner ce qui est le plus logique en termes de stratégie. Et c'est ce genre de petits projets, on les abandonne pas. Mais ils se retrouvent dans un dossier, on les fera plus tard quand on aura le temps. Et c'est une tension que moi, je ressens pas mal, notamment à mesure que l'échelle de la boîte grossit. Et donc, du coup, plein de projets qui auraient été autrefois vraiment super intrigants à lancer à partir de zéro. Aujourd'hui, tu te dis, ouais, mais je peux pas voir comment ce truc-là, il va avoir un impact à l'échelle à laquelle on opère. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. En fait, moi, ma manière de résoudre cette équation repose sur le principe suivant. Quand on est seul, on va plus vite. Quand on est à plusieurs, on va plus loin. Voilà. Donc, plus j'augmente la taille de mon équipe, plus je ralentis le rythme parce qu'il faut se synchroniser, parce qu'il faut se coordonner, parce qu'il faut prendre le temps de se connaître mutuellement. Par contre, j'ai la certitude que c'est en étant plus nombreux qu'on va aller plus loin. Alors après, c'est pas une loi infinie. J'ai pas forcément envie qu'il y ait 4000 personnes chez Live Mentor un jour, mais imaginez qu'on soit 50, 60 dans un horizon à moyen terme. Je me sens prêt à l'affronter parce que c'est ce qui nous permettra d'aller beaucoup plus loin et de réaliser beaucoup plus de choses, tous les challenges que j'ai mentionnés auparavant. Et ce rapport au temps, c'est ce qui m'aide tout le temps. C'est de me dire, OK, là, je suis frustré. Sur le moment présent, je suis frustré et ça va pas dans le bon sens. C'est pas, c'est pas ce que j'aimerais faire au quotidien. Mais n'oublie pas que c'est parce que tu construis quelque chose pour le long terme. Et c'est ça qui compte au fond, c'est le long terme. C'est quoi le long terme? C'est combien d'années dans ta perception? Parce que tu vois, moi, c'est une question aussi que j'ai posée déjà à des invités, c'est-à-dire que en théorie, je me dis, ouais, le long terme et tout, dans 50 ans. Mais émotionnellement, c'est compliqué de faire résonner un truc comme ça, surtout quand tu débutes ton projet. Et au final, avec le temps, j'ai trouvé que la capacité à visualiser ce que c'est d'être dans 5 ans, tout d'un coup, ça émerge. Je sais pas si c'est quelque chose qui toi te parle, mais aujourd'hui, par rapport à là où tu en es actuellement, quand tu penses au long terme, t'imagines ça à quelle distance? Je pense encore 10 ans. Ça fait 10 ans Ouais. que je donne des cours, donc on va refaire un nouveau cycle de 10 ans et puis on verra où on en est. Hmm. Ouais, c'est intriguant cette idée de la temporalité. Notamment parce que moi, nous, on planifie tout vraiment en cycle de 90 jours. Et c'est vrai que quand tu démarres quelque chose, 90 jours, c'est à peu près tout ce que tu peux prédire. Et à un moment donné, tu te dis, mais oula, ouais, mais si je veux faire un truc un peu sérieux, il va falloir. En fait, après, tu les imbriques. Donc, on fonctionne toujours en plan de 90 jours, mais on essaye d'imbriquer une vision à 3 ans, une vision un peu plus longue. Mais Absolument. peut-être que tu as raison, que la bonne durée, en fait, c'est la durée sur laquelle tu as déjà été sur le projet. Et si tu es dessus depuis un an, peut-être que tu peux voir un horizon d'un an ou 2 ans. Si tu es dessus depuis 10 ans, j'imagine que tu peux déjà voir venir. Et puis quand tu auras été dessus pendant 50 ans, tu penseras aux futures générations de robots qui vont former les gens. Je sais pas ce que je raconte. Sur ce, Alexandre, il y a 3 questions que je pose à tout le monde pour clôturer ces épisodes.
La première question, c'est si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Oula, je lui dirais d'apprendre à se connaître et de comprendre un peu plus vite quelles sont ses forces et ses faiblesses. Voilà, moi, le coaching m'a beaucoup aidé, et je pense que voilà, c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Deuxième question, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? C'est une bonne question. Il n'y a pas un livre, c'est dur, un livre. Je Tu peux vais en citer plusieurs si tu veux. Non, un livre en ce moment que je recommande beaucoup, c'est Eleven Rings, les 11 anneaux, qui a été écrit par un coach de basket américain, qui a été très, très successful, a gagné beaucoup, 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 beaucoup de titres de NBA, avec les Los Angeles Lakers et avec les Chicago Bulls. Et ça, Phil c'est un Jackson. bouquin qui t'a enseigné des éléments de management? Ouais, mais c'est génial d'apprendre que ce type-là, face à des basketteurs américains qui font 2 mètres, il leur a dit: «Bon, avant les matchs, on va éteindre la lumière, se mettre en cercle et faire un peu de méditation, se tenir par les mains, je vais mettre des bougies», tu vois? Enfin, le Ouais. mec a complètement réinventé les règles en introduisant sa propre pédagogie, et je trouve ça génial. Ah. Troisième question, est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Non, pour être honnête, non. Pas Ouais. pas du tout. Et parce que c'est pas comme ça que ton cerveau fonctionne? Je pense, ouais. Ouais. J'ai pas une bonne mémoire pour ça. Ouais, c'est intéressant. Parce que j'ai quelques théories là-dessus, mais bon, je les laisserai peut-être pour un autre épisode, mais sur les types de personnalités qui fonctionnent sur ce type de mantra ou non. Parce que moi, c'est un truc qui m'a toujours... ça a toujours vachement fonctionné sur moi. Même quand j'étais étudiant, j'accrochais sur mon mur des citations. J'ai un peu arrêté de le faire parce que quand les gens venaient chez moi, ça faisait un peu psychopathe, tu vois, le mec qui écrit des citations écrites à la main partout sur son mur, et j'ai des murs entiers qui sont remplis de citations cheloues. Ça perturbait un peu les gens, mais maintenant je les ai sur mes fonds d'écran, je les cale un peu partout sur mon ordi, tu vois. Et c'est drôle parce que du coup, ça encapsule un peu une idée, et souvent j'ai découvert que euh, tu t'accroches à des citations, à des idées comme ça, sur exactement les trucs où t'es pas bon en fait, les trucs qui te manquent. Mmh. Et j'avais beaucoup de citations du type sur la persévérance, ce genre de choses, tu vois, Ouais, qui me marquaient pas mal. tout à fait d'accord. Euh, voilà. Mais ça parle pas à tout le monde. Tu vois, il y a un type de personnalité qui accroche à ça, et il y a des gens qui sont pas à fond dedans. Mmh. Absolument. Euh, Alexandre, pour terminer, on va diriger les gens vers les endroits où ils peuvent en apprendre plus sur ce que tu fais. Donc évidemment, Live Mentor, c'est livementor.com. Est-ce qu'il y a une autre destination où tu voudrais envoyer les gens pour voir ce que tu fais, ou te contacter ou quelque chose comme ça? On peut me contacter sur LinkedIn, c'est un réseau que j'utilise pas mal. Sinon, le on est présent sur Facebook, Instagram, mais le mieux, je pense, c'est le site. Il est déjà assez riche, il y a plein de choses dans tous les sens. Donc, c'est un bon endroit pour commencer. Super. Donc c'est livementor.com. On mettra bien sûr tous les liens correspondants dans la description de l'épisode. Merci Alexandre d'être passé. C'était vraiment très instructif. Merci beaucoup à toi. C'est vrai que c'est un format de podcast très chouette parce qu'on passe par beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets différents. Donc, merci d'avoir mené ça avec brio. Merci, salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous voulez aller plus en profondeur dans les thèmes qui ont été abordés tout au long de cet épisode, j'ai une formation gratuite qui devrait vous intéresser. Ça s'appelle Comment construire une audience qui achète. Vous pouvez rejoindre cette formation en cliquant sur marketingmania.fr/audience. Et dans cette formation, on va parler du concept de positionnement, de comment trouver une idée qui va vraiment résonner avec un marché, comment la présenter de manière impactante, de manière persuasive, comment construire une grosse audience relativement rapidement
en utilisant ces éléments de psychologie, de persuasion, de différenciation. Certains éléments dont on a parlé dans l'épisode avec Alexandre, comme le marketing par les valeurs, comment identifier les bons éléments sur lesquels vous positionnez, les bonnes valeurs, les bonnes idées, les bons concepts qui vont vous permettre à la fois de vous différencier, à la fois d'attirer une audience et à la fois de pouvoir vendre quelque chose derrière à cette audience. C'est une formation qui est totalement gratuite, qui se trouve à l'adresse marketingmania.fr/audience. J'espère vous voir bientôt à l'intérieur. Je pense que vous allez apprendre des choses qui vont être extrêmement intrigantes si vous avez aimé cet épisode avec Alexandre, extrêmement utile pour construire le projet que vous avez en tête forcément après avoir écouté un épisode de ce genre. Je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain épisode du podcast Marketing Mania.